Vous êtes-vous jamais surpris à scruter le ciel nocturne, contemplant les innombrables étoiles dispersées dans le néant spatial? Au fur et à mesure que vous regardez, ce néant s'élargit, envahissant votre esprit, vous faisant comprendre votre insignifiance dans l'ampleur d'un univers en pleine expansion. Vous remplissant d'une émotion complexe, difficile à décrire, comme si vous aviez, par inadvertance, atteint quelque chose qui vous dépasse. C'est ce que représente l'horreur cosmique, au-delà des monstres, de la violence et du danger. Cette horreur attaque directement la conscience des limites de votre propre humanité. L'écrivain du XXe siècle, Howard Philip Lovecraft, a beaucoup écrit sur le sujet. C'est d'ailleurs pourquoi ce genre est également qualifié d'horreur Lovecraftienne. Ces histoires mettaient souvent en scène des personnages confrontés à une entité ou un concept qui dépasse leur entendement. Même si les œuvres de Lovecraft ont inspiré des écrivains de renom tels que Stephen King, Neil Gaiman ou même les mangas de Junji Ito, son horreur n'a pas souvent été adaptée avec succès. Contrairement aux films de monstres, de slashers, de possession ou d'horreur SF, l'horreur cosmique n'est pas aussi répandue à l'écran. Alors pourquoi ce genre est si compliqué à réaliser? Can you describe its form? No. Tout d'abord, jetons un œil à cet extrait de L'Indicible par H.P. Lovecraft qui illustre parfaitement le principal obstacle dans le processus de l'adaptation de l'horreur cosmique. Bon Dieu, Manton, mais qu'est-ce que c'était? Raconte-moi, ces cicatrices, est-ce que c'était comme ça? Ce qu'il me répondit me laissa sans voix. Non, ce n'était pas comme ça du tout. C'était une gélatine, de la vase. Pourtant, il avait une apparence, mille apparences d'horreur au-delà de toute compréhension. Il y avait des yeux et des imperfections. C'était une fausse, un maelstrom, l'abomination ultime. Carter, c'était l'innommable. Pendant que vous entendiez la description de cette entité, vous avez dû faire une certaine gymnastique cérébrale pour essayer de vous la représenter. L'auteur commence par l'exposition des éléments reconnaissables chez la chose, mais ensuite l'explication prend une forme abstraite jusqu'à devenir de moins en moins tangible et se transformer finalement en concept. Alors comment représenter un concept méconnaissable ou innommable? Il est difficile de penser ou d'imaginer quelque chose de supérieur à soi, que ce soit sur le plan moral, physique, mental, spirituel, et j'en passe des centaines. Et il semble être encore plus difficile de l'exposer aux yeux de tous. Si vous lui donnez une forme et le mettez à l'écran, il n'est plus méconnaissable ni innommable, donc vous lui enlevez son pouvoir. Un film qui évoluerait autour de l'aspect visuel est Bird Box par exemple, dans lequel nous savons qu'il existe des monstres si effrayants qu'ils font basculer le moindre être vivant qui a le malheur de les regarder vers une folie suicidaire. Ces mêmes monstres qui attireraient les personnages déjà fous, parce qu'ils se veulent montrer la vérité. Mais quelle vérité me direz-vous? Eh bien jamais on ne saura, car à aucun moment du film, l'apparence des monstres ne nous est révélée. Nous constatons uniquement ce qu'ils provoquent. Les seuls indices que nous possédons sont les dessins faits par un psychopathe, ce qui handicape leur crédibilité quant à la santé mentale de leur auteur et la variété de leurs représentations. Ils sont vagues et inquiétants, mais n'enlèvent rien au mystère ambiant. Comme quoi, dissimuler l'apparence de l'entité est une excellente voie vers l'acquisition de l'horreur cosmique. Cependant, il existe aussi un excellent exemple du contraire, lorsque le genre se complaît avec sa représentation visuelle. Enfin, pas exactement. The Thing est un film qui fait un très bon travail en nous montrant sa créature dès le début. Pourtant, à la fin, on ne connaît toujours pas sa forme originelle. Seulement ses phases de transformation lorsqu'elle imite ou fait muter les organismes qu'elle intègre. Les effets visuels révolutionnaires à l'époque nous dépeignent des amas de viande abstraits et cauchemardesques, organiques et défigurés. On plonge dans l'insécurité et la paranoïa puisque la créature peut être n'importe lequel d'entre nous. La créature change constamment. On la voit, mais on ne peut pas la définir. Nous sommes confrontés à une entité dont on ne comprend pas les objectifs. Un virus qui peut être en chacun de nous sans qu'on en ait conscience et qui essaie de nous ressembler comme pour communiquer avec nous. Et certes, les effets de cette communication sont indésirables, mais là est la puissance philosophique de l'horreur cosmique. Elle nous fait avoir peur d'une chose qui n'a même pas d'intention malveillante envers nous. Elle nous rappelle à quel point l'être humain est nocif et destructeur envers ce qu'il ne connaît pas et ne comprend pas, jusqu'à ce qu'il tombe sur une chose qu'il ne peut pas détruire. The Thing réussit à exploiter l'horreur cosmique en gardant constamment instables les caractéristiques de son antagoniste. Ainsi comme l'a fait Lovecraft dans L'Indicible, cité précédemment, on ne nous fait pas redouter une apparence, on nous fait redouter un personnage, si on peut le qualifier ainsi. Et ce qui bouleverse notre esprit, c'est que celui-ci a justement plusieurs apparences. L'horreur cosmique réside aussi profondément dans l'abstrait. Comme vous l'avez compris, les créatures dans ce genre d'œuvre sont délibérément insaisissables. Le seul ancrage dans l'océan de l'intangible qu'on peut y déceler, c'est la représentation que s'en font les personnages, ou nous. La réaction lors d'une confrontation à l'incompréhensible amène le personnage en question à fouiller son propre subconscient pour attribuer un sens au puzzle d'émotions qui demeure en lui.
La chose la plus miséricordieuse au monde, je pense, est l'incapacité de l'esprit humain à corréler son propre contenu. Nous vivons sur une île d'ignorance au milieu d'une mer noire d'éternité sur laquelle nous sommes apparus par pur accident. Les sciences, chacune tendant vers sa propre direction, ne nous ont jusque-là révélé que très peu de choses. Mais un jour viendra, la reconstitution de connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité, notre nature et notre situation que nous en deviendrions fous. Un choix s'impose, la révélation ou la fuite. Ainsi, dans un discours nihiliste et accusateur, l'horreur cosmique démantèle religion, société, philosophie, politique, essayant tant bien que mal de nous faire prendre compte de l'absence totale d'un quelconque sens dans ces notions. Imaginez-vous tenter de représenter physiquement ce qu'explique le passage précédent. Projeter cette littérature sur un écran, la convertir en une image accessible à tous. La peur existentielle est une émotion quasiment impossible à expliquer. C'est un sentiment que l'on ressent rarement, voire même jamais, conformé à nos propres normes culturelles et auto-centrées. Additionné à ça, tout le monde ne peut pas le verbaliser ou l'exprimer de manière à ce que l'autre puisse la comprendre. Elle est souvent mal comprise ou interprétée comme autre chose, comme si cette peur était limitée par le langage, une peur condamnée à être individuellement ressentie sans jamais pouvoir la partager à qui que ce soit. Par conséquent, une peur qui dépasse notre capacité de communication est donc une peur qui dépasse l'humanité. C'est là que réside la tâche complexe de représenter ces émotions sur un film de manière à ce que le public, lui aussi, partage ses sentiments. Les émotions nées de l'horreur cosmique sont similaires aux monstres du genre. Abstraites, déformées, difficiles à maîtriser, difficiles à décrire. Il est laborieux d'exhiber l'introspection d'un personnage, acceptant ou pas la fragilité de sa propre humanité. Ce type de monologue intérieur est généralement facilité par la littérature, qui permet de dire au lieu de comprendre. C'est pourquoi il est enthousiasmant d'essayer de dompter l'horreur cosmique et l'enfermer dans un écran. Une prise de conscience intime et personnelle peut tout de même se faire sans que le personnage ne dise quoi que ce soit, comme dans cette scène d'Annihilation, lorsque le personnage principal admire avec obsession cet être d'énergie agéométrique se rapprochant d'une illusion, semblant pacifique mais imprévisible et anxiogène à la fois. Parfois, le meilleur moyen est de laisser les effets visuels parler par eux-mêmes. Si montrer un monstre peut handicaper votre film, voire même l'expliquer, ce serait comme attribuer une forme à quelque chose qui n'en a pas. Tout est une question d'équilibre, un équilibre parfait à trouver entre l'implicite et l'explicite. Certains films peuvent avoir des visuels corrects, mais manquent d'une intrigue cohérente et d'un sentiment d'appréhension et d'effroi. Dans d'autres cas, le décor est parfait, l'ambiance est juste, mais les effets sont risibles et loin de provoquer l'effet qu'on en attend. Si vous souhaitez vous lancer dans l'univers passionnant de l'horreur cosmique, mais vos moyens sont limités, Bird Box semble être un exemple intéressant à suivre. Ne montrez pas vos ou votre créature, mais trouvez la bonne façon de les faire participer à votre histoire malgré leur absence, et laissez l'imagination des gens faire le travail à votre place. C'est là qu'on voit que l'horreur cosmique est aussi une des rares solutions de facilité positive au cinéma. Si, au contraire, vous avez la chance d'avoir un budget plus conséquent, additionné à une soif de créativité qui ne demande qu'à s'exprimer, des effets visuels comme ceux de The Thing ou The Void peuvent faire l'affaire. Simplement, n'oubliez pas la deuxième partie. Tout aussi importante, voire même plus, de l'équation de l'horreur cosmique. Une production qualitative de ce genre équilibre la balance entre l'esthétique externe d'un film de science-fiction et la sensation interne d'une remise en question existentielle. La plupart des gens sont tellement impliqués dans l'esthétique de leur film qu'ils échouent à explorer son questionnement, et ce, pour une raison encore plus simple qu'on ne peut l'imaginer. Eux-mêmes ne le comprennent pas. Pas assez de films n'osent s'aventurer sur le terrain risqué de l'abstrait. Il reste au niveau de la surface à offrir à son spectateur une recette conventionnelle, une science exacte censée avoir le même effet sur n'importe qui, sans goût, sans variation. Un exemple serait les adaptations des romans Ça de Stephen King, qui décident de représenter leurs antagonistes majoritairement sous la forme d'un clown, alors qu'il est décrit dans les livres comme « toutes les peurs de l'univers en un ». Mais ils sont tous excusés, parce que c'est tout à fait compréhensible. Quelle est la limite de notre humanité ? Que se passe-t-il quand on la dépasse ? Si quelque chose est difficile à imaginer, alors cette chose est difficile à représenter. Et si elle est difficile à représenter, alors elle est impossible à montrer.